Bienvenue voyageurs du net. Ici, on découvre des histoires toutes les semaines et cette fois-ci, c'est vous qui avez choisi la thématique. Un partage de vraies situations d'internautes. C'est sur BuzzFeed que j'ai trouvé ces 15 partages glaçants de rencontres avec des tueurs en série. L'exposition qui suscite la controverse actuellement se termine bientôt sur Paris, alors je me suis dit que la thématique allait de soi. Installez-vous et préparez-vous au pire, si vous osez écouter jusqu'au bout. Rencontre de tueurs en série. Mon mari était policier à Chicago. Alors qu'il était assis avec d'autres policiers dans un restaurant, un homme s'est approché et a distribué des cartes disant qu'il était un clown et qu'il organisait beaucoup de fêtes pour les enfants. Mon mari l'a trouvé effrayant et a jeté la carte sans y penser. Quelques mois plus tard, je me suis retrouvée à l'hôpital et ma colocataire était la mère d'une des victimes de John Wayne Gacy. John Wayne Gacy, le clown tueur. Nous avons appris qu'il vivait à 2 rues de chez nous. Nous étions là quand ils ont creusé son sous-sol et découvert le reste des corps de ces pauvres garçons qu'il avait tués. Cela nous a brisé le cœur. Roger Kibb, le tueur de l'I5 en Californie, était un parachutiste du week-end qui sautait avec nous pendant la journée, mais qui ne restait jamais sur la zone de saut pour nos barbecues du samedi soir. Comme nous l'avons appris plus tard, il se rendait sur les autoroutes de la vallée centrale pour prendre des autostoppeurs et les étrangler. Lorsqu'il a finalement été appréhendé au début des années 90, j'ai reçu un appel de l'épouse désemparée d'un de mes clients qui travaillait avec Roger le soir pour restaurer l'intérieur de voitures anciennes. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait été aussi proche d'un psychopathe dont on pensait qu'il avait assassiné tant de femmes. Ma tante était à la FSU lorsque Ted Bundy a attaqué et tué les filles dans la maison de la sororité. Elle connaissait les filles qui sont mortes, je crois. Elle vivait dans une autre maison de la fraternité, à quelques portes de celle où il est entré. Après les attaques, la police a bouclé toute la zone et cherchait des preuves de son entrée par effraction ailleurs ou toute autre preuve pour ajouter d'autres charges et ainsi de suite. Il s'était déjà évadé de prison, donc ils avaient ses empreintes et tout le reste. Sur la porte de la maison de la sororité de ma tante, ils ont trouvé ses empreintes digitales sur la poignée et ses empreintes de main sur la porte. Ce qui veut dire qu'il est probablement allé d'abord chez elle, qu'il a vu que la porte était fermée, qu'il a poussé et qu'il est allé dans l'autre maison où il a pu entrer. Elle a dit qu'il ne fermait pas toujours leur porte à clé pour que les résidents puissent rentrer tard, mais qu'il l'avait fait cette nuit-là. Cette décision leur a sauvé la vie. La porte de la maison où il est entré n'était pas fermée à clé, alors il est entré et a commencé ses agressions vicieuses. Mais celle de ma tante l'était, et elle a donc vécu pour voir un autre jour. Verrouillez toujours vos portes. Vous ne savez pas qui peut être dehors. Ted Bundy a tué la meilleure amie de ma mère au lycée. Elle s'appelait Denise Naslund et elle était l'une des filles du Sammamish State Park. Mon oncle a été interrogé à l'époque où la police recherchait Bundy parce qu'il était aussi grand, avait des cheveux ondulés, conduisait une coccinelle et allait à l'université de Washington. J'ai déménagé à Chicago quelques mois après l'arrestation de Jeffrey Dahmer. L'été suivant, j'ai commencé à sortir avec un homme de Milwaukee. Je ne savais pas grand-chose sur Dahmer parce que je venais de quitter l'armée et je rentrais tout juste de l'opération Tempête du désert. Mon petit ami m'a parlé de lui. Il m'a dit qu'il pensait avoir rencontré Dahmer un soir, lors d'une fête, parce qu'un jeune homme s'était approché de lui et de ses amis, leur demandant de faire semblant de le connaître parce qu'un blanc effrayant ne le laissait pas tranquille. Il a toujours pensé qu'il s'agissait de Dahmer. Puis, nous avons regardé des photos d'une fête au bar cet été-là. Et Dahmer était bien sur les photos, clair comme de l'eau de roche. Lorsque j'avais 14 ans en 91, ma famille a déménagé à l'autre bout de la ville. Un collègue de travail de mon père que je connaissais depuis que j'étais petite, Dan, nous aidait à déménager. Il a emmené son ami d'enfance, John, de Quincy, dans l'Illinois, pour nous donner un coup de main. Mike, le frère de John,
était en ville pour rendre visite à sa famille, mais n'a pas voulu venir nous aider, heureusement. Je me souviens que ma mère m'a dit de rester près de mon père, parce que quelque chose chez John lui faisait peur. Par exemple, il n'utilisait pas de déodorant parce qu'il était convaincu que les sulfates d'aluminium qu'il contenait permettaient au gouvernement de vous suivre à la trace. Il était bizarre mais inoffensif. Au cours de la journée, John a dit à mon père que son frère reprenait sa vie en main après l'incident et qu'il avait changé de nom pour prendre un nouveau départ. Je n'avais aucune idée de ce dont il parlait, alors je l'ignorais. Avance rapide jusqu'en 97. Dan, l'ami de mon père, l'a appelé et lui a dit d'allumer le journal télévisé. À l'écran, John était interviewé au sujet de l'arrestation de son frère. Le frère de John était Michael Swango, le soi-disant infirmier de la mort, qui a empoisonné et tué entre 10 et 60 personnes alors qu'il travaillait comme infirmier. L'incident dont son frère a parlé est le fait qu'il a été condamné à 5 ans de prison pour avoir empoisonné ses collègues de travail, les tuant presque. J'ai brièvement travaillé dans une boulangerie située en face de la rue du Palais de justice du comté de Sainte-Lucie à Fort Pierce en Floride, en 2012. Omar Matin, le tueur de la boîte de nuit d'Orlando en 2016, travaillait au Palais de justice en tant qu'agent de sécurité et venait souvent avec un autre agent, Torres, pour qui j'avais un petit faible, pour commander un café, un fruit et un parfait au yaourt à la vanille. Il était toujours très calme et poli. Je n'ai vécu que 5 mois à Orlando en 2012, mais j'étais au lycée avec beaucoup de gens qui allaient dans les clubs d'Orlando. Bien que je n'y sois plus allé en 2016, le jour de la fusillade, je n'ai pas cessé de recevoir des alertes de Facebook indiquant que des amis s'enregistraient pour confirmer qu'ils étaient en sécurité. Après probablement la 10e notification, j'ai finalement contacté l'un de mes amis qui vivait encore à Orlando et je lui ai demandé ce qui se passait et pourquoi mon téléphone explosait. Ils m'ont immédiatement envoyé un lien vers le reportage en direct couvrant la fusillade et l'affrontement avec la police qui s'en est suivi, au cours duquel Omar a finalement été tué. J'ai été bouleversée, mais heureusement, aucune de mes connaissances n'ont été tuées ou blessées au cours de la fusillade. Ce genre de choses nous rappelle qu'on ne sait jamais de quoi les gens sont capables. J'ai travaillé dans un salon de cigares privé à New York lorsque j'avais une vingtaine d'années. Il s'agissait d'un club réservé aux membres et nous recevions donc des hommes très en vue. Il y avait quelques habitués qui étaient des gens cool et gentils. Un membre en particulier amenait généralement son ami, un homme plus grand avec des lunettes. Il était architecte et chasseur passionné. Lorsqu'il venait, il parlait de ses safaris en Afrique et me montrait des photos de tous les animaux sauvages qu'il chassait. Je n'étais pas vraiment impressionnée parce qu'il s'agissait de lions et de zèbres, mais bien sûr, il fallait que j'écoute et que je sois engagée. Il venait au moins 2 ou 3 fois par mois avec son ami et je discutais généralement avec lui quand il venait. 8 ans plus tard, j'ai appris qu'il était accusé des meurtres en série de Gilgo Beach. Ils ont trouvé le premier corps en 2010 lorsque j'ai emménagé à New York et j'ai continué à suivre l'affaire au fil des ans. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais rencontré le véritable tueur en série de Long Island, pas seulement une fois, mais plusieurs fois pendant 1 an. Mon oncle a été transféré à la base sous-marine de Washington au début des années 80. Ma tante a trouvé un emploi dans le département peinture de l'usine Kenworth. Elle a dit qu'elle parlait tous les jours à un peintre de camion lorsqu'il venait chercher sa peinture. Il était calme et gentil, mais elle n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment tenace qu'il n'était pas dans son assiette. Il lui faisait peur et elle en a parlé à mon oncle. Mon oncle lui a dit que si elle était mal à l'aise, elle devait démissionner. Elle l'a fait et n'en a rien pensé pendant 16 ans. Un jour, alors qu'elle regardait les informations, un reportage a été publié sur l'arrestation du tueur de Green River. Elle s'est figée lorsque la photo de Gary Ridgway est apparue à l'écran. Elle regardait l'homme qui lui avait donné la chair de poule dans l'atelier de peinture il y a de nombreuses années. Il lui fait encore peur aujourd'hui. Un colocataire avec lequel j'ai vécu dans ma vingtaine a grandi à côté de Gary Ridgway, alias le tueur de Green River, lorsqu'il était enfant,
et jouait avec son fils. Mon ex-mari travaillait avec lui chez Kenworth. Gary était surnommé Green River Gary, car au début des années 80, il a été interrogé et sa maison a été fouillée. Lorsque j'étais caissière dans une quincaillerie non loin de l'endroit où il vivait avant d'être arrêté, il était souvent passé dans ma file d'attente. Il y a quelques années, je roulais à vélo pour un service de livraison de nourriture dans le centre de Chicago. Je me suis arrêtée au magasin 7-Eleven pour un soda et une cigarette. Pendant que je fumais, un homme et une femme se sont approchés. La fille est entrée, le jeune homme, avec des tatouages sur tout le bras et le cou. C'était un petit blanc maigre, donc il ressortait. S'est approché et a commencé à me poser des questions sur le quartier. Il m'a demandé si je travaillais dans le quartier, s'il était animé, si les gens étaient gentils, si je l'aimais bien, etc. J'ai posé des questions sur ses tatouages et il m'a dit qu'il était rappeur sur Instagram et que j'entendrais parler de lui. Il s'est avéré que c'était Bobby Crimo, qui a assassiné toutes ces personnes à Highland Park 1 an plus tard. Je pense qu'il était en train de faire du repérage dans le centre-ville de Chicago quand je l'ai rencontré et que je l'ai peut-être dissuadé de le faire. Mon père est allé à l'école avec Michael Ross, un tueur en série d'une petite ville du Connecticut. Quand j'étais bébé, Michael m'a pris dans ses bras. Peu après, on a appris qu'il était condamné pour plusieurs meurtres, dont celui de 2 filles qui fréquentaient la même église que mes parents. Il est allé chercher ses filles juste à côté de l'autoroute, devant la maison de mes parents. Je n'ai jamais été aussi effrayée par quelque chose dont je ne me souviens même pas. Mon ancienne voisine est la femme d'un tueur en série qui traquait les prostituées. Je me souviens avoir rencontré sa famille lorsque nous avons emménagé. Quelques mois auparavant, j'avais fait un rapport sur ce tueur en série pour la classe. Elle a dit son nom en se présentant et je me suis dit, sans déconner, je viens de faire un rapport sur, insérer le nom du mari, pour mon cours de justice pénale. Eh bien, quelle introduction maladroite. Je rentrais seule chez moi le soir où Son of Sam a été arrêté. Une voiture a ralenti en face de moi. J'ai eu de mauvaises vibrations et je pensais aller sonner à la porte d'une maison voisine quand soudain une voiture pleine de gens s'est arrêtée à côté de nous. Ils ont crié « Arrêtez de la suivre, laissez-la tranquille !» Et Dieu merci, la voiture s'est envolée. Je suis sûre que ces gens m'ont sauvé de Son of Sam cette nuit-là. Je n'étais pas loin de l'endroit où il a été arrêté et la voiture qui me suivait était la même que celle qu'il avait. À la faculté de Troyes, j'ai travaillé sur le projet Innocence Project de mon école. L'une des affaires qui m'a été confiée était celle d'un jeune homme qui avait été condamné pour le meurtre d'un adolescent fugueur. Mon partenaire dans cette affaire et moi-même étions pratiquement convaincus de son innocence. Il n'a jamais avoué, il avait un alibi, il n'avait pas de casier judiciaire et les personnes qui l'impliquaient essayaient d'éviter des peines de prison. Mais nous avions besoin d'une preuve ADN pour le disculper. Nous savions que son ADN ne correspondait pas à celui trouvé sur la victime. Mais comme l'État avait abandonné l'accusation d'agression sexuelle, nous ne pouvions pas prouver qu'il ne l'avait pas assassinée après qu'elle ait été agressée. C'est fou, je sais. Nous avons interrogé autant de témoins que possible et obtenu des échantillons d'ADN de ceux qui voulaient bien les fournir. L'un des témoins à qui nous avions parlé, Walter, était l'une des dernières personnes à avoir vu la victime en vie. Nous lui avons parlé longuement au téléphone et il semblait sincèrement désireux de savoir ce qui était arrivé à la jeune fille, mais il n'a pas voulu nous fournir d'échantillons ADN. L'affaire est donc restée en suspens pendant quelques années. Puis, la base de données ADN a trouvé une correspondance avec l'ADN trouvé sur la jeune fille. Un homme nommé Walter Ellis avait été arrêté pour avoir agressé sexuellement et assassiné 7 femmes dans la région de Milwaukee. Il s'agit du même homme que celui avec lequel nous avions parlé du meurtre et de la jeune femme. La police l'avait interrogé après le meurtre et l'avait innocenté. Au lieu de cela, un homme innocent a été condamné pour le meurtre qu'Ellis avait commis. Après ce meurtre, il en a commis 3 autres. Au total, Ellis est responsable de 10 victimes à Milwaukee. Il a été inculpé pour 7 d'entre eux. 3 hommes différents ont été accusés des 3 autres meurtres et 2 d'entre eux ont été condamnés à tort.
Eh bien, je pense que si l'on fouille, on trouvera potentiellement qu'on a frôlé des tueurs en série ou des fous. Il y a peu, par exemple, j'ai suivi une vidéo de Liv sur Slash TV, le premier épisode de Click Mortel, où elle parle du monstre d'Auckland qui a sévi en 2018. 1 an plus tôt, j'étais dans cette ville. Les tueurs en série peuvent révulser certaines personnes et en fasciner d'autres. Quel est votre sentiment par rapport à cette tranche de population ? Connaissiez-vous certains des criminels cités ? Vous voulez plus d'histoires, de rencontres effrayantes ? Et que pensez-vous de l'exposition qui fait débat ? Dites-le moi en commentaire, mettez un pouce vers le haut si vous avez apprécié ce partage et abonnez-vous pour m'encourager pour la suite. À bientôt.